Alors le plaidoyer, il a commencé en fait finalement à être évoqué, décrit, puisque ce que je vais vous partager maintenant s'inscrit dans la continuité du projet associatif initial, des combats qui ont été portés durant ces 20 années. Et donc, les premiers, vous l'avez dit, il y a eu un certain nombre d'avancées. Et ça, c'est indéniable. Si on regarde le verre à moitié plein, il y a eu des avancées, que ce soit sur le plan législatif ou dans les territoires au travers des dispositifs qui ont été déployés, développés. Est-ce que pour autant, nous pouvons nous satisfaire de cette situation ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, nombre d'entre nous, nombre d'entre vous, proches aidants et professionnels, et j'insiste bien sur la complémentarité des deux parties prenantes, vous nous dites combien ces avancées n'arrivent pas jusqu'à chez vous, n'arrivent pas dans les quotidiens. Une administratrice nous disait souvent « mais ça n'arrive pas jusque dans ma cuisine quand j'ai le chat posé sur mes genoux et que j'entends les annonces. Eh bien finalement, qu'est-ce qui arrive jusqu'à chez moi ? Pas grand-chose. » Et que donc, les témoignages continuent, les retours d'expérience aussi, sur le fait que eh bien, vous êtes parfois assigné à aider et dans des conditions indignes qui laissent penser qu'au final, la place, elle est toujours celle d'un strapontin. Alors 20 ans après, si je fais le bilan, l'enjeu, clairement, il n'est plus celui de la visibilité comme ça l'a été dans les années 2000-2010. L'enjeu aujourd'hui, il est celui d'une nouvelle répartition des ressources et d'une gouvernance revue. Pourquoi c'est un enjeu ? Parce que nous sommes au carrefour de 4 mouvements. Et ces 4 mouvements viennent, d'une certaine façon, accroître la pression, comme dans un espèce de cisaillement sur les proches aidants. Alors vous me direz quel est ce quadruple mouvement en cours. 1, il y a celui qui a été évoqué de l'évolution socio-démographique. Je ne vais pas refaire l'histoire, je pense que tout le monde, celui-là, on l'a bien en tête. 2, et ça finalement on le met plus rarement en parallèle ou en perspective, nous sommes aussi dans un mouvement d'une société, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, qui dans son ensemble aspire à une approche domiciliaire renforcée, une société plus inclusive. Et dans ce processus qui va viser à donner chair, à donner de la matérialité aux aspirations, eh bien, il nous faut regarder collectivement la question de l'organisation sociale et des ressources que nous y dédions. Parce que c'est le 3e mouvement, nous sommes à l'heure actuelle dans une organisation des soins, et on va prendre le terme soins dans un sens global, pas que sanitaire, qui ne couvre pas l'ensemble des besoins, notamment en raison d'un manque de professionnels, d'accompagnement, et ça, il faut se le dire, pour plusieurs années. Et ce n'est pas que pour plusieurs années, en se disant c'est 2-3 ans. Non, non. Les perspectives, elles ont aussi fait l'objet de ce même constat par le président de la République. On est sur plusieurs années qui s'approchent plutôt de décennies. Donc ce 3e mouvement fait qu'à l'heure actuelle, et nombre d'entre vous ne diraient pas le contraire, que maintenir une offre de soins et d'accompagnement professionnel de qualité, c'est une gageure, c'est un défi. Et que donc, très certainement, il faut qu'on change de paradigme. Nous sommes dans l'ère de la maintenance. Fini l'ère de l'innovation. Il va falloir collectivement, pour le dire de façon simple et beaucoup plus directe, qu'on arrête de vouloir faire rose parce que le voisin fait bleu, mais que non, ça paraîtrait plus innovant de faire rose, le même dispositif, alors que le bleu fonctionne très bien. Cette pseudo-innovation, désolé, elle tue, si on peut dire, elle pénalise la répartition des ressources, et elle ne permet pas de répondre à nombre d'aspirations et de besoins. Donc il y a un changement de paradigme, et ce changement de paradigme, il doit pouvoir amener à de nouveaux arbitrages, à des priorisations dans les financements, pour prioriser, j'allais dire en priorité, la pérennisation et la solvabilisation de dispositifs qui ont prouvé leur utilité et leur impact social. Car aujourd'hui, il y a un décalage mais qui est criant entre les aspirations et les ressources que nous y dédions. Mais ce décalage, très clairement, il va s'accroître. Et c'est le 4e mouvement, et j'étais particulièrement ravie, si je puis dire, que Caroline le mentionne comme étant un élément qui a été déclencheur de la création de la fondation de l'association. Eh bien, c'est la transition énergétique et climatique. Ça a d'ores et déjà un impact sur l'organisation des soins. Et on ne va pas se mentir,
ça va avoir un impact qui va s'accroître sur qui va accompagner qui, et notamment la manière dont les accompagnements vont s'organiser. Ce quatrième mouvement, qui est rarement mis en parallèle, on parle souvent de transition écologique, énergétique au mieux d'un côté, transition socio-démographique, sociale de l'autre. Dans notre affaire, les deux sont intimement liés. Décorréler les deux est une douce illusion, mais qui collectivement va nous mener à notre perte, pour le dire de façon simple. Donc la question, et elle a été dite en d'autres termes, c'est finalement, à l'heure actuelle, quand on regarde ce quadruple mouvement, c'est comment collectivement on prépare les conditions pour rendre les situations de vie dignes. Et ce terme, j'aimerais qu'on l'inscrive comme étant un élément et une valeur clé. Parce que très certainement qu'il y a 20 ans, les termes du débat ne se posaient pas exactement de la même façon sur ce sujet. Aujourd'hui, une des questions majeures, essentielles, c'est comment on prépare les conditions pour rendre les situations de vie dignes, d'accompagnement digne, soutenable, et notamment pour rendre possible une autodétermination de ce qu'on peut et veut dans la relation d'accompagnement. Alors bien souvent, quand il est question de plaidoyer, on est tenté de focaliser sur les solutions, les mesures. Eh bien, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais me permettre d'essayer en tout cas d'expliquer pourquoi nous nous battons, finalement, pourquoi nous continuons de militer, et notamment les éléments qui nous indignent, les éléments que nous avons de continuer à être en colère et qui sont, me semble-t-il, autant de bonnes raisons d'entrer en action, autant de raisons de continuer à militer, à agir et à former. Alors c'est vrai, pourquoi militer pour reconnaître les situations des danses dans leur diversité et singularité ? Après tout, on nous dit pourquoi vous rajoutez à chaque fois diversité et singularité ? Eh bien parce que tout simplement, les définitions officielles et dispositifs de soutien actuels excluent un grand nombre de proches aidants. Il n'y a pas d'égalité dans la reconnaissance des situations de proches aidants. Je vais vous donner un exemple. Il va peut-être vous sembler caricatural, mais il va parler à beaucoup. Vous accompagnez une personne qui a un cancer. Votre proche, la personne accompagnée, est un enfant de moins de 20 ans. Reconnu. Vous accompagnez toujours la même personne, qui a grandi, mais qui maintenant a 30 ans. Et vous n'êtes pas le parent, vous êtes le conjoint. Pas reconnu. Et ainsi de suite. Vous avancez en âge. Et vous êtes par contre la personne qui maintenant a un cancer, mais qui a plus de 60 ans. Reconnu. Etc., etc. Il n'y a donc pas d'égalité de considération des situations des proches aidants. Les proches de personnes, notamment qui ont une situation de handicap inférieure à 80%, une maladie, qu'elle relève de troubles psy, de situations de handicap invisible, de maladies chroniques ou bien encore de maladies graves à risque létal, sont absents ou quasi absents des définitions officielles. Et donc, d'accès au dispositif. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, un aidant sur 6, vivant des situations d'aidance supérieures à 20 heures par semaine, ne voit pas ses besoins adressés. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes. Le taux d'emploi est de 63% pour les aidants qui apportent en moyenne moins d'1 heure par jour. Il chute à 5%. Vous voyez le gap ? Pour celles et ceux apportant plus de 8 heures d'aide par jour. Et donc, mécaniquement, ça entraîne une paupérisation de nombreux foyers, ainsi qu'un renforcement des inégalités, puisque les faibles montants des indemnisations assignent le proche aux revenus les plus faibles, généralement les femmes, à endosser un rôle d'aidant au sein du foyer. Alors on propose, bien évidemment, et nous proposons des actions concrètes. Parmi elles, et on ne lâchera pas l'affaire, la révision de la définition des proches aidants dans le Code de l'action sociale et de la famille. C'est clé. Sans ça, on n'arrivera jamais à décloisonner les conditions d'accès au dispositif. On raisonnera toujours en silo. Dans le jargon, on dit PA, PH, et vous noterez qu'il manque PM. Alors une fois quand j'ai dit ça, on m'a dit Premier ministre. J'ai dit pourquoi pas, si vous arrivez à faire que ça remonte, je suis preneuse. Personnes malades. Donc PA, personnes avancées en âge, personnes âgées. PH, personnes en situation de handicap. Et les personnes malades. Et le continuum. Il n'y est pas. Il y a donc nécessité d'établir de nouveaux critères d'accès au dispositif et notamment une des propositions très concrètes qui viendrait changer complètement
le paradigme pour permettre justement une meilleure à la fois égalité dans la reconnaissance et l'accès, c'est de faire reposer sur 2 critères que sont la durée et l'intensité de l'aide apportée, et non plus la nature de la maladie, de la situation de handicap ou de la perte d'autonomie de la personne accompagnée. Vous pouvez accompagner, 2 personnes peuvent accompagner un proche qui a la même situation sur le plan médical, mais pour autant, l'impact et les effets ne seront pas les mêmes en raison de la situation familiale, sociale, sur le plan financier, professionnel, etc. Nous sommes à l'intersection de plusieurs autres thèmes et problématiques. C'est un sujet intersectionnel. Et donc, par exemple, on a demandé de croiser les données entre allocataires du RSA et situation d'aidance. Autre raison de s'indigner et d'entrer en action, pourquoi agir pour soutenir l'autodétermination des proches aidants? Et par autodétermination, soyons clairs, ce n'est pas dire qu'on va avoir le choix de tout ou qu'on a tous les choix. Il y a de l'ordre de l'exercice de l'équilibriste qui sur le fil, mais il y a un choix, un agir renouvelé au quotidien. Alors pourquoi? Eh bien parce que dans le fond, et Brigitte l'a rappelé, on pense aux aidants et plus aux proches. On pense à un rôle, plus à une place. On pense droits spécifiques pour les aidants quand c'est l'accès aux droits fondamentaux qui sont rognés et quand le lien du proche aidant à la société s'effiloche. Alors qu'être en situation d'aidant, c'est aussi mobiliser des ressources. L'offre de services à l'heure actuelle, elle est finalement trop souvent appréhendée sous le prisme des déficits induits par la situation d'aidance. Et donc, on exclut le fait que nombre de proches aidants mobilisent en parallèle des ressources et des forces. Et si on ne change pas cette vision, eh bien on ne considère les proches aidants que sous l'angle des besoins. Et là aussi, soyons clairs, ça arrange bien tout le monde. Du coup, on ne considère plus les proches aidants que sous l'angle de récipiendaires, de destinataires d'aide, de dispositifs. Alors que reconnaître et s'appuyer sur les savoirs expérientiels des proches aidants, c'est essentiel. Bien évidemment qu'il nous faut apprendre des proches aidants. Et quand je dis apprendre des proches aidants, ça ne veut pas dire simplement écouter leurs paroles. Ça, c'est un premier pas. Mais ça veut dire analyser leur expérience, leur retour d'expérience, co-construire avec eux. Et dans une vision systémique, également avec les acteurs du terrain. Ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et cette spécificité du positionnement de l'association, nous souhaitons la faire perdurer. Et c'est essentiel parce que les non-recours aux dispositifs existants sont nombreux. Alors oui, en cause, il y a des offres qui sont parfois mal adaptées, mais il y a aussi, et ça peut sembler contre-intuitif, la myriade d'informations existantes. L'électronisme. L'électronisme, c'est globalement, d'après les données de l'INSEE, 17% de la population française. Or, que faisons-nous à l'heure actuelle? De plus en plus d'éléments sont dématérialisés. On n'a plus personne au guichet, il n'y a plus de guichet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'une certaine façon, on dit 2 choses derrière en creux. On dit, 1, il revient à vous de qualifier l'information à laquelle vous accédez et de trouver le bon cheminement pour vous orienter dans les dispositifs. Et donc, on fait reposer la charge de la qualification, qui avant était dévolue, comme on disait, à des guichetiers, eh bien, sur la personne elle-même qui accède à l'information. Le deuxième point, c'est qu'on crée une distance avec les services dans leur ensemble, avec les personnes qui tiennent les services, et notamment les services publics. Et cette distance-là, elle est aussi une forme de distanciation de lien à ce qui fait la société. Et donc, là aussi, nous proposons des éléments très concrets, par exemple sur l'impact de la dématérialisation, et bien des études sur les impacts, les effets produits dans les démarches d'accès aux droits et aux dispositifs, et notamment dans l'exercice de la citoyenneté. On a aussi mis en œuvre, et on continue de proposer des actions pour arrêter d'agir pour les aidants, comme on peut souvent l'entendre, afin d'agir avec, et notamment pour inclure les aidants dans les instances de démocratie existantes, alors que ce soit au niveau national, sur notamment la stratégie nationale Agir avec les aidants, et qu'il y ait des citoyens, des proches aidants, qui puissent participer au suivi et à l'évaluation de cette stratégie, et puis au niveau territorial, et je pense notamment au service public départemental de l'autonomie. Dernier élément, pourquoi soutenir une organisation territoriale durable des soins et des accompagnements professionnels? Eh bien parce que faciliter les quotidiens des proches aidants ne peut se faire
qu'en améliorant les conditions de pratique des professionnels et des acteurs dans les territoires. C'est essentiel. Parce que aussi, il existe une inéquité territoriale dans l'accès aux soins et aux accompagnements. L'accès aux soins et aux accompagnements, il se vit, lui, au plus près de nos habitations. Et selon que nous vivons dans tel ou tel autre territoire, la possibilité d'accéder à ces soins, à des dispositifs d'accompagnement, elle n'est pas toujours égale et pas toujours équitable. Or, le préalable à tout besoin des proches aidants, c'est que, précisément, quand il y a un défaut d'évaluation diagnostique, d'accès, mais aussi d'effectivité des dispositifs et des prises en soins au sens global des personnes malades, en situation de handicap ou avancées en âge, eh bien c'est là, bien souvent, que les retentissements sont les plus délétères pour les proches aidants. Et donc, par exemple, il y a mais très peu de dispositifs d'accompagnement pour les personnes qui ont, par exemple, des troubles du spectre autistique ou des troubles du comportement. Et donc, ce préalable-là, il est bien évidemment une priorité, parce que sans ça, comment permettre une approche qui prenne réellement en compte les besoins et attentes des proches aidants ? Il y a une forme, sinon, d'injonction contradictoire. Et puis, je passe sur le fait qu'effectivement, et il y a beaucoup de rapports qui l'ont documenté, les délais sont souvent longs, qu'il existe encore des zones blanches en France où les proches aidants n'ont pas accès à de dispositifs mobilisables. Et donc là aussi, nous proposons la mise en œuvre d'actions concrètes, notamment au travers de développement d'accompagnement territorial, dans une logique d'aller vers les proches aidants, avec notamment 2 points d'attention. La recherche de la mise en cohérence des mesures avec les approches domiciliaires, ambulatoires, qui ont un impact fort sur les proches aidants. À titre d'exemple, il y a des actes à l'heure actuelle effectués par des professionnels en libéral ou domicile, exemple infirmier, qui sont déremboursés. Et parmi ces actes, vous allez avoir la surveillance des constantes, les préparations de piluliers, des soins de nursing. Donc d'un côté, il y a un souhait, une aspiration à développer une approche domiciliaire renforcée et dans le même temps, des déremboursements d'actes au domicile. La question, si tout le monde suit le syllogisme, c'est qui fait ? Voilà. Si cette mise en cohérence n'est pas recherchée, eh bien de fait, cela conduit à faire des proches aidants des auxiliaires ou des substituts des professionnels. Autre point d'attention, la santé. La santé des aidants, et ça, quel que soit leur âge, c'est un volet qui a été insuffisamment traité. Il y a une image, comme si les proches aidants seraient en bonne santé et les personnes accompagnées seules auraient besoin d'accompagnement. Sauf que nombre de proches aidants sont eux-mêmes malades, en situation de handicap, et ça à tous les âges de la vie. Pour reprendre l'exemple des jeunes aidants, 17% des jeunes aidants ont eux-mêmes une problématique de santé. Et donc, les renoncements aux soins en raison de l'accompagnement d'un proche, qui sont documentés, nécessitent d'être retravaillés et accompagnés. Et donc, là aussi, pour ce faire, il est effectivement question de mieux former les professionnels de tout secteur à identifier, à évaluer les situations. C'est un travail de fond. Mais attention, ce travail de fond, ne le faisons pas dans un contexte où on va rentrer dans un médico-bashing comme on peut entendre parfois. Proches aidants et professionnels ne sont pas substituables. Ils sont, en revanche, 2 faces d'une même pièce, dans le souci, l'aide, l'accompagnement apporté à autrui. Et donc, je pourrais continuer, mais que je rassure l'équipe qui me fait des grands signes depuis tout à l'heure, je ne vais pas continuer. Cela étant, vous pourriez, vous, continuer la liste des raisons d'être indigné. Et je parle bien d'indignation, des raisons d'être en colère. Car ce sont, pour nous en tout cas, autant de raisons pour co-construire des dispositifs d'accompagnement et ensemble. Car derrière tout ça, et je vais m'en arrêter là, je les rassure, en filigrane, c'est de la dignité dont il est question. En fait, nombre des exemples que j'ai évoqués, eh bien, tout simplement engendrent des atteintes à l'exercice aux droits fondamentaux et derrière de la dignité. Beaucoup pensent qu'on peut tirer sur la corde avec les proches aidants. Ça s'use, mais ça ne casse pas, même s'il reste un léger filet. Comme avec les professionnels du soin, d'ailleurs. Tous nous disent la même chose et nous avons les mêmes retours. Et si on regarde la situation des proches aidants sous l'angle de la dignité, et c'est ce que je nous invite à faire collectivement, là, c'est vertigineux.
Le danger qui nous guette n'est pas seulement celui d'être une variable d'ajustement des politiques publiques. Ça, d'ailleurs, je pense qu'on y est. Quand on ne parle plus d'affect, quand on ne parle plus de relations, d'émotions, quand on ne parle plus de proches, mais qu'on parle seulement d'aidants, de rôle, de fonction, d'adjectifs et plus de substantifs, pour reprendre le propos de Brigitte, eh bien, d'une certaine façon, on nous déshumanise. Et quand on nous déshumanise, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'atteindre aux droits. Et donc, beaucoup plus facile aussi que les obstacles à l'exercice des droits se fassent. Il est là un des plus grands dangers qui nous guette derrière. C'est d'être chosifié, réifié au rôle d'aidant et uniquement d'aidant, quand bien même ce rôle d'aidant, ainsi réifié, aurait un statut et tout le package qui va avec. Parce que derrière, dans le fond, ça serait ne plus être libre et égaux en droit, et j'insiste là-dessus, et en dignité. Et je reprends les mots de Claire Hédon, défenseur des droits, qui dit dans un des derniers ouvrages auxquels elle a contribué, La clinique de la dignité, elle dit ces mots. « La dignité peut fonder une politique publique et permettre la matérialisation des droits sociaux. Alors oui, je le dis et je le redis, et vous allez, je pense, souvent m'entendre sur le sujet, nous avons des raisons d'être indignés et d'entrer en action, mais cette action ne peut se construire qu'avec vous, car, et c'est ce qu'on a dit, l'avenir s'écrit ensemble. » Merci à tous.